Je crois que vous savez, dans ma vie, j'ai aimé passionnément deux choses. Jouer la comédie en premier, évidemment, et faire du sport. À la fin de sa vie, Jean-Paul Belmondo restait ce visage cabossé et pourtant lumineux, ce sourire de gamin insolent qui avait traversé 6 décennies de cinéma. Mais derrière l'image du héros populaire, du bébel éternel, se cachait un homme qui avait accumulé autant d'admiration que de rancune. À 87 ans, alors que son corps portait déjà les stigmates du temps et d'un accident vasculaire qui l'avait affaibli, il se confiait avec une rare sincérité sur les coulisses de sa carrière. Et là, l'icône du cinéma français révélait un pan plus intime, plus rugueux, ces artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture. Car si Belmondo aimait le danger, les cascades et la liberté, il n'a jamais toléré l'hypocrisie ou les compromis imposés par certains de ses pairs. Ses colères étaient franches, ses silences pesants, ses ruptures définitives. Derrière l'écran, il y avait des blessures, des désaccords et des rivalités qui l'ont façonné autant que ses triomphes au box-office. 5 noms surgissent alors comme des ombres inséparables de son parcours. Des figures qu'il a croisées au fil des décennies, entre admiration contrariée, amitié trahie et compétition acharnée. Des cinéastes, des dialoguistes, des acteurs qui ont marqué son histoire, parfois à contre-cœur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces relations tourmentées, ces oppositions silencieuses ou tonitruantes qui révèlent l'envers du mythe. De François Truffaut à Claude Lelouch, en passant par Michel Audiard, Jean-Luc Godard et l'éternel rival Alain Delon, découvrez les 5 artistes que Jean-Paul Belmondo ne pouvait pas voir en peinture. Numéro 1. François Truffaut. Lorsque l'on évoque le cinéma français des années 1960, 2 noms surgissent immédiatement, François Truffaut et Jean-Luc Godard. 2 têtes pensantes de la nouvelle vague, 2 regards singuliers qui ont bouleversé le cinéma mondial. Et au milieu de cette effervescence, un jeune acteur au visage cabossé et au charisme animal s'impose comme l'incarnation d'une liberté nouvelle, Jean-Paul Belmondo. Le destin semblait écrit, comment Truffaut, qui avait révélé Jean-Pierre Léaud dans Les 400 coups, n'aurait-il pas voulu, lui aussi, travailler avec Belmondo, le symbole de cette jeunesse insolente qui explosait à l'écran? Les propositions furent bien réelles. Truffaut voyait en lui une intensité, une énergie brute, capable de transcender ses récits intimistes. Mais Belmondo, lui, ne se reconnaissait pas dans cette écriture. Car Truffaut construisait des personnages intérieurs, fragiles, déchirés par des dilemmes moraux. Ses films ressemblaient à des journaux intimes filmés, où les silences comptaient autant que les mots. Belmondo, lui, portait en lui un besoin viscéral d'action, de mouvement, d'explosion de vie. Là où Truffaut voulait sonder les abysses de l'âme, Bébel préférait bondir, courir, rire, séduire. Il incarnait un cinéma qui respire le bitume et la poussière, pas les bibliothèques ni les réflexions métaphysiques. Cette incompatibilité de style s'exprima très tôt. Lorsque Truffaut proposa des rôles à Belmondo, celui-ci déclina poliment, expliquant qu'il ne voulait pas passer 2 heures à marmonner des états d'âme. Il voulait jouer des hommes libres, des aventuriers, des marginaux charismatiques, et non des intellectuels prisonniers de leurs obsessions. Dans les cafés de Montparnasse où se réunissaient critiques et cinéastes, les discussions s'enflammaient. Certains affirmaient que Truffaut aurait pu donner à Belmondo une profondeur nouvelle. D'autres pensaient que Bébel aurait trahi son essence en acceptant un tel rôle. Mais pour lui, la question ne se posait même pas. Il savait instinctivement ce qu'il voulait incarner à l'écran. Belmondo choisit donc Jean-Luc Godard, avec qui il partageait une vision plus brutale, plus directe du cinéma. À bout de souffle fut cette rencontre miraculeuse qui fit de lui une star mondiale. En parallèle, Truffaut poursuivait son chemin avec Léo, créant un autre mythe, celui d'Antoine Doinel. 2 trajectoires parallèles s'esquissèrent alors, comme 2 rails qui ne se rejoindraient jamais. D'un côté, le cinéma de la confession, de l'intime, du regard tourné vers soi. De l'autre, celui du geste, du risque, de l'instinct. Et au croisement de ces chemins, une rencontre manquée, celle de François Truffaut et Jean-Paul Belmondo. Si Belmondo refusa poliment les propositions de François Truffaut, la presse et les observateurs du milieu ne cessèrent de comparer les 2 univers. Dans les colonnes des cahiers du cinéma, on opposait sans cesse l'acteur des rues et le cinéaste des sentiments. Belmondo, choisi par Godard, devint le symbole d'un cinéma insolent, libre, presque anarchique. Truffaut, de son côté,
construisit une œuvre plus classique dans sa forme, mais tout aussi révolutionnaire par son regard intime. Cette comparaison constante finit par irriter Belmondo. Il n'aimait pas être réduit à une étiquette ou à une rivalité inventée par les critiques. Mais le climat de l'époque alimentait cette fracture invisible. Pour beaucoup, Truffaut incarnait la tête, l'intellect, alors que Belmondo représentait le corps, l'instinct. Et si certains y voyaient une complémentarité, Bébel y lisait une hiérarchie implicite, comme si l'intelligence se trouvait toujours du côté des mots, jamais des muscles ou du mouvement. Belmondo n'était pas dupe. Il savait que derrière les sourires courtois, Truffaut ne comprenait pas vraiment son choix d'aller vers un cinéma populaire, commercial parfois, mais vibrant. Un cinéma qui parlait au public de masse, pas seulement au cercle d'initiés. De son côté, Truffaut, bien qu'admiratif du charisme de Belmondo, jugeait qu'il se laissait enfermer dans une image trop facile, trop proche du divertissement. Ces jugements, relayés par les critiques, créèrent une distance qui s'amplifia avec les années. Dans certaines interviews, Belmondo lâchait des phrases cinglantes. « Je ne suis pas fait pour rester assis à ressasser des problèmes existentiels. » Derrière cette pique se cachait une réponse au film de Truffaut, perçu comme trop introspectif. De son côté, Truffaut n'était pas tendre non plus. Sans attaquer Belmondo directement, il confia un jour que certains acteurs se contentent de jouer leur propre image, au lieu de chercher autre chose. Une remarque qui résonna comme un reproche adressé à Bébel. Leurs routes ne se croisèrent presque jamais sur un plateau. Pas de collaboration, pas de réconciliation véritable. Mais cette absence de rencontre devint en elle-même une légende. Comme si le cinéma français avait volontairement entretenu cette fracture, Belmondo, l'homme d'action, Truffaut, l'homme de réflexion. Deux pôles irréconciliables que tout spectateur associait à deux manières d'aimer le cinéma. Au crépuscule de sa vie, Belmondo évoquait encore ce « rendez-vous manqué ». Pas avec amertume, mais avec une pointe d'ironie. Il reconnaissait le talent de Truffaut, tout en affirmant qu'il n'aurait jamais pu être l'un de ses héros malheureux. Dans cette confession transparaissait toute sa lucidité. Bébel ne voulait pas plaire à une élite, il voulait appartenir à tout le monde. Ainsi, entre Truffaut et Belmondo, il n'y eut ni éclat ni scandale, mais un silence épais, nourri de malentendus et d'égos. Une mésentente feutrée qui illustre à merveille l'envers des gloires de la nouvelle vague. Les premières divergences entre Michel Audiard et Jean-Paul Belmondo pouvaient encore passer pour des caprices d'artistes. Mais plus le temps avançait, plus les malentendus prenaient racine. Audiard, maître du mot qui gifle, aimait que ses répliques soient prononcées telles qu'elles étaient écrites, avec leur rythme précis, leur ironie mordante. Pour lui, une phrase mal placée était une arme émoussée. Belmondo, lui, refusait d'être enchaîné à une syntaxe qu'il trouvait trop lourde. Sa manière d'interpréter était instinctive, physique, presque animale. Quand il sentait qu'un dialogue brisait l'élan de son personnage, il le réduisait, l'élaguait ou l'improvisait à sa façon. Il estimait que son corps racontait déjà assez, pourquoi l'encombrer de mots superflus? Ce décalage stylistique devint évident sur certains tournages. Dans des films qui se voulaient populaires mais intelligents, Audiard reprochait à Belmondo de simplifier ses dialogues, les privant de leur éclat. À l'inverse, Bébel jugeait que trop de bons mots tuaient l'action, transformant une scène haletante en théâtre filmé. La fracture devint si nette qu'elle se refléta parfois dans l'accueil critique. Certains films signés Audiard avec Belmondo furent jugés déséquilibrés, trop bavards pour plaire aux amateurs d'action, trop physiques pour séduire les amoureux de belles phrases. Le public, pourtant fidèle, sentait bien que quelque chose clochait. En privé, Belmondo ne mâchait pas ses mots. Il confiait à ses proches qu'il n'aimait pas se cacher derrière les dialogues d'un autre. Pour lui, l'acteur devait vivre la scène, pas réciter un texte brillant pour faire applaudir les critiques. Audiard, piqué au vif, lançait de son côté que certains acteurs n'ont pas la patience d'apprécier une belle ligne parce qu'ils veulent déjà courir et sauter. Ces phrases, répétées dans les dîners mondains et les coulisses des festivals, alimentèrent la réputation d'une entente impossible. Ils n'étaient pas ennemis déclarés, mais rivaux de conception. Le verbe contre le geste, l'esprit contre le corps. Malgré tout, Belmondo n'a jamais renié le talent d'Audiard. Il reconnaissait son génie, sa capacité à transformer une simple réplique en légende. Mais il refusait de lui donner l'ascendant. Dans son cinéma, c'était lui, Bébel, qui dictait le tempo, pas les mots d'un autre. Avec le temps, chacun s'éloigna.
Belmondo s'affirma comme l'homme des cascades, du cinéma populaire à grand spectacle. Audiard resta le prince des dialogues, adulé par d'autres acteurs qui se pliaient volontiers à sa prose. Leur collaboration, bien que mémorable, resta marquée par cette fracture profonde. Ainsi se dessinait un paradoxe. Le public associait souvent leurs noms, comme s'ils formaient un duo inséparable. Mais dans l'intimité des plateaux, l'un et l'autre savaient qu'ils ne parlaient pas le même langage. Pour Belmondo, Audiard faisait trop de bruit avec les mots. Pour Audiard, Belmondo faisait trop de silence avec le corps. Et de ce malentendu naquit une relation ambivalente, faite de respect et de distance, d'admiration et d'agacement. Une rivalité feutrée, mais tenace, qui poursuivit Bébel jusque dans ses confidences tardives. Numéro 3. Jean-Luc Godard. Il y a des rencontres qui bouleversent une vie. Pour Jean-Paul Belmondo, ce fut celle avec Jean-Luc Godard, jeune critique devenu cinéaste, en 1959. Ensemble, ils allaient signer un film qui resterait dans toutes les mémoires, À bout de souffle. Une œuvre coup de poing qui fit voler en éclats les conventions du cinéma classique. À cette époque, Belmondo n'était encore qu'un acteur prometteur, remarqué au théâtre et dans quelques seconds rôles. Godard, lui, cherchait un visage, un corps capable de porter sa vision révolutionnaire du cinéma. Caméra à l'épaule, montage saccadé, dialogues improvisés, énergie brute. Il trouva en Bébel l'incarnation parfaite de cette liberté. Le tournage fut chaotique, presque improvisé. Godard dictait parfois les répliques au dernier moment, derrière la caméra, et Belmondo les lançait avec cette désinvolture qui deviendrait sa signature. Sa démarche nonchalante, sa manière de se passer la main sur la bouche, son sourire insolent, tout semblait naturel, et pourtant, tout était cinéma. En quelques semaines, Belmondo devint l'icône d'une génération. Le succès fut foudroyant. À bout de souffle fit de lui une star internationale, l'acteur de la nouvelle vague par excellence. Godard et lui formaient un duo explosif. L'un inventait des formes nouvelles, l'autre donnait chair et souffle à cette invention. Pour beaucoup, leur complicité artistique annonçait une longue collaboration. Mais déjà, des fissures apparaissaient. Godard voulait un cinéma de rupture, presque politique, qui refusait toute compromission. Belmondo, lui, découvrait le goût du succès populaire. Il aimait les salles pleines, les applaudissements, les films qui parlent à tous. Là où Godard cherchait à choquer et à déranger, Bébel voulait séduire et divertir. Sur le plateau, leurs différences éclataient. Belmondo improvisait volontiers, ajoutant un geste ou un éclat de rire. Godard appréciait cette spontanéité, mais il la considérait comme un matériau brut à tordre selon sa vision. Très vite, l'acteur sentit qu'il n'était pas seulement l'interprète, mais presque un instrument que Godard façonnait à sa guise. Pourtant, malgré ces tensions naissantes, le film resta une aventure fondatrice. Belmondo ne reniera jamais l'importance d'À bout de souffle dans sa carrière. Mais dans ses confidences tardives, il laissait entendre que cette relation fut moins idyllique qu'on l'imaginait. Derrière la complicité affichée, il y avait déjà une lutte silencieuse, celle de l'artiste qui veut rester libre face au cinéaste, qui exige une fidélité totale à son univers. Ce contraste, au départ stimulant, allait devenir au fil des années une fracture irréversible. Après le triomphe d'À bout de souffle, beaucoup pensaient que Jean-Luc Godard et Jean-Paul Belmondo allaient former un tandem durable, comme un cinéaste et son acteur fétiche. Pendant quelques années, l'illusion persista. Ils se retrouvèrent sur d'autres projets, notamment Pierrot, le Fou en 1965, film devenu culte, souvent présenté comme l'apogée de leur collaboration. Mais déjà, les fissures s'étaient élargies. Godard évoluait vers un cinéma de plus en plus radical, expérimental, où la politique et la théorie prenaient le pas sur la narration. Belmondo, lui, commençait à rêver d'un cinéma grand public, fait d'action, de cascades et de grands succès populaires. Deux chemins divergents s'ouvraient, et aucun des deux ne voulait céder. Lors du tournage de Pierrot le Fou, les tensions éclatèrent au grand jour. Godard imposait ses méthodes, bouleversant le scénario, exigeant des improvisations déroutantes. Belmondo, habitué à l'instinct, mais aussi à une certaine rigueur, supportait de moins en moins ces changements permanents. Il voulait de la clarté, de l'efficacité. Godard, lui, cherchait les chaos créatifs. Dans des entretiens ultérieurs, Belmondo confia qu'il avait parfois l'impression d'être un pantin dans l'univers de Godard, contraint de suivre des caprices artistiques qui ne faisaient pas toujours sens pour lui. Godard, de son côté,
critiqua publiquement le choix de Belmondo de tourner dans des films commerciaux, le qualifiant d'acteur qui se vendait au box-office. Ces mots blessèrent profondément Bébel, qui voyait dans son succès populaire non pas une compromission, mais la preuve qu'il parlait au cœur des spectateurs. À partir de là, la rupture fut définitive. Belmondo ne retravailla plus jamais avec Godard. Les années 70 le consacrèrent comme le roi du cinéma d'action français, star absolue des salles obscures. Godard poursuivit son chemin dans un cinéma de plus en plus conceptuel, admiré par la critique internationale, mais souvent éloigné du grand public. Et pourtant, malgré cette séparation, leurs noms restèrent à jamais liés. Chaque fois que l'on évoquait Belmondo, on rappelait à bout de souffle. Chaque fois que l'on parlait de Godard, on évoquait ce visage insolent qui avait donné chair à sa révolution cinématographique. Au soir de sa vie, Belmondo reconnaissait le rôle fondateur de Godard, mais il n'avait plus pour lui que des mots froids. C'était un grand cinéaste, mais nous n'avions plus rien à nous dire, confia-t-il un jour. Une phrase simple, presque détachée, mais qui scellait une blessure ancienne. Ainsi, leur relation, née dans l'explosion de la nouvelle vague, s'éteignit dans le silence et l'indifférence. Deux légendes, jadis complices, devenues étrangères l'une à l'autre. Et dans les confidences de Belmondo à 87 ans, on sentait encore cette déchirure, la gratitude pour le tremplin, mais aussi le ressentiment d'avoir été réduit à un simple symbole par un homme qui ne voyait en lui qu'un instrument de sa révolution. C'est peu être là que se niche le paradoxe. Sans Godard, Belmondo ne serait pas devenu Bébel. Mais sans Belmondo, Godard n'aurait jamais trouvé son visage mythique. Deux destins qui s'étaient croisés avec éclat avant de s'éloigner pour ne plus jamais se rejoindre. Numéro 4. Alain Delon. S'il existe une rivalité qui a marqué l'imaginaire collectif du cinéma français, c'est bien celle entre Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Deux monstres sacrés, deux icônes masculines, deux visions presque opposées de la star. Ils partageaient la même époque, le même éclat médiatique, mais jamais la même place. Dès les années 60, la presse les dressa l'un contre l'autre. D'un côté, Alain Delon, beauté glaciale, silhouette élégante, regard d'acier. De l'autre, Jean-Paul Belmondo, visage irrégulier, sourire insolent, charme brut. Le contraste était parfait. L'ange et le voyou, la statue de marbre et l'homme de chair. Très vite, on parla d'un duel. Cette opposition, alimentée par les magazines et les producteurs, se nourrissait aussi de la personnalité des deux acteurs. Delon cultivait le contrôle, la précision, l'image d'un acteur exigeant et calculateur. Belmondo incarnait la spontanéité, la liberté, le refus de se laisser enfermer. Deux égos immenses, deux styles de vie aux antipodes. Le public, lui, se passionnait pour ce face à face. Certains se déclaraient delonistes, d'autres belmondistes. Dans les cafés, les cinéphiles débattaient. Qui était le plus grand? Qui avait le plus de charisme? Qui resterait dans l'histoire? Ce clivage devint presque un jeu national, comme si la France entière devait choisir son camp. Le cinéma, évidemment, ne tarda pas à exploiter cette rivalité. En 1970, Jacques Deray eut l'idée de les réunir dans Borsalino. Sur l'affiche, leurs deux visages, chapeau vissé sur la tête, faisaient déjà vibrer l'imaginaire populaire. Le film fut un triomphe commercial, mais il révéla aussi au grand jour la difficulté de faire coexister deux soleils dans la même galaxie. Car derrière l'écran, l'atmosphère était électrique. Chacun voulait imposer sa présence, éviter d'être éclipsé par l'autre. La moindre scène devenait un bras de fer. Qui aurait le plan le plus marquant? Qui aurait la réplique la plus forte? Qui capterait la lumière? Les producteurs, conscients du potentiel mais terrifiés par les tensions, marchaient sur des œufs. Belmondo, qui aimait la camaraderie et le partage sur un plateau, se heurta à l'exigence glaciale de Delon. Ce dernier, perfectionniste, calculait chaque mouvement, chaque silence, chaque plan. Bébel, lui, préférait l'instinct, l'élan vital, quitte à improviser. Cette différence de méthode transformait chaque tournage en duel silencieux. Malgré tout, Borsalino entra dans la légende. Mais pour Belmondo, l'expérience laissa un goût amer. Dans ses confidences tardives, il évoquait cette collaboration comme une rencontre de deux orgueils, incapables de durer. Le film avait marqué l'histoire, mais leur amitié, elle, ne survécut pas. Dès lors, les carrières des deux hommes prirent des trajectoires parallèles.
Delon poursuivit son chemin dans un cinéma plus sombre, plus stylisé, incarnant des figures froides et tragiques. Belmondo, lui, se lança pleinement dans le cinéma d'action, populaire, festif, rempli de cascades et de foules enthousiastes. Deux pôles opposés, deux légendes complémentaires, mais qui ne pouvaient se croiser sans étincelle. Dans l'imaginaire collectif, ils restèrent les deux faces d'une même pièce. Delon, la beauté glaciale, Belmondo, la vitalité insolente. Mais pour Bébel, derrière l'admiration du public, il y avait une vérité plus amère. Il ne pouvait pas voir en peinture cet éternel rival qui lui rappelait, à chaque instant, qu'aucun triomphe n'est jamais partagé. Si Borsalino avait réuni Belmondo et Delon dans un même cadre, il avait aussi cristallisé leurs différences irréconciliables. Ce film, devenu mythique, fut l'apothéose de leur rivalité autant que le début de leur éloignement. Derrière les sourires affichés lors des avant-premières, les tensions étaient palpables. Chacun voulait occuper le devant de la scène, chacun refusait de se voir relégué au second plan. Les négociations autour de l'affiche du film en sont l'illustration parfaite. Belmondo et Delon exigèrent que leurs noms apparaissent à la même hauteur, dans la même taille de police. Une querelle typographique qui en disait long sur l'ampleur de leurs égos. Sur le plateau, la bataille se poursuivait à chaque séquence. Belmondo improvisait des gestes spectaculaires. Delon peaufinait des silences calculés. L'un cherchait l'énergie brute, l'autre la maîtrise froide. Les techniciens racontaient qu'il suffisait d'une caméra mal orientée pour déclencher une dispute, qui serait au centre du cadre, qui dominerait la scène. Ces luttes invisibles alimentaient une tension permanente. Après Borsalino, les deux hommes s'éloignèrent. Belmondo refusa de donner suite à un projet de suite directe, préférant tracer sa route en solitaire. Delon, piqué au vif, lança sa propre maison de production et choisit ses films comme autant de démonstrations de puissance. Chacun voulait régner sans partage sur son territoire. La presse, évidemment, se régalait. Les magazines de cinéma parlaient de « duel des titans », de « combat des dieux ». Les fans s'affrontaient presque comme des supporters de football. Les uns défendant la grâce glaciale de Delon, les autres l'énergie solaire de Belmondo. Cette rivalité, nourrie autant par les médias que par les deux hommes eux-mêmes, devint un feuilleton national. En privé, Belmondo ne cachait pas son agacement. Il reprochait à Delon son arrogance, son besoin constant de contrôle. Lui, qui aimait l'amitié et la complicité sur un plateau, se sentait étouffé par cette froideur calculatrice. Delon, de son côté, jugeait Belmondo trop facile, trop tourné vers le cinéma de divertissement, alors que lui se voulait l'héritier d'une tradition plus noble et tragique. Leurs rares retrouvailles publiques étaient des événements scrutés à la loupe. À Cannes, à Paris, dans des dîners mondains, les regards s'échangeaient, les sourires figés dissimulaient mal la rancune. Jamais ils ne se livrèrent à des attaques frontales, mais leur silence en disait davantage que 1000 mots. Au fond, leur duel dépassait leur personne. Ils symbolisaient deux manières d'aimer le cinéma, deux Frances qui s'opposaient, celle qui admirait l'élégance aristocratique et celle qui vibrait pour la gouaille populaire. Ce contraste fit leur légende, mais il rendit aussi leur relation impossible. Au soir de sa vie, Belmondo évoquait encore Delon avec une ambivalence troublante, de l'admiration pour son talent, mais une incapacité à oublier leurs affrontements. On ne pouvait pas être amis, il y avait trop d'orgueil, glissa-t-il un jour, une confession qui résumait un demi-siècle de rivalité. Ainsi, Alain Delon fit partie de ces artistes que Belmondo ne pouvait pas voir en peinture. Non pas parce qu'il le méprisait, mais parce que leur destin, trop proche, trop semblable dans leur grandeur, était condamné à s'opposer. Deux soleils qui, placés trop près l'un de l'autre, finissaient par brûler tout autour d'eux. Numéro 5. Claude Lelouch. Parmi les nombreux réalisateurs avec lesquels Jean-Paul Belmondo a travaillé, Claude Lelouch occupe une place singulière. Leur collaboration a donné naissance à des œuvres marquantes, parfois inoubliables, qui ont révélé un autre visage de Bébel. Moins le cascadeur intrépide, moins le héros insolent, mais l'homme fragile, sensible, profondément humain. Le sommet de cette rencontre fut sans doute Itinéraire d'un enfant gâté, 1988. Dans ce film, Lelouch offrit à Belmondo l'un de ses plus beaux rôles, celui de Sam Lyon, ancien cascadeur devenu homme d'affaires qui décide de tout abandonner pour disparaître et réinventer sa vie. Un personnage qui résonnait étrangement avec la propre trajectoire de l'acteur, le goût du risque, la liberté, le besoin de se réinventer sans cesse. Le film fut un triomphe critique et public,
offrant à Belmondo un César du meilleur acteur en 1989. Cette consécration, qu'il avait souvent refusée ou boudée, prit une saveur particulière. Grâce à Lelouch, il obtenait une reconnaissance institutionnelle qu'il n'avait jamais cherchée, mais qui venait couronner son parcours. Bébel lui-même, peu enclin aux honneurs, avoua que ce rôle avait été l'un de ceux qui l'avaient le plus touché. Lelouch avait ce don rare. Il savait capter l'homme derrière la star. Là où d'autres exploitèrent surtout la force physique de Belmondo, Lelouch s'intéressait à ses failles, à son regard, à ce qu'il taisait plus qu'à ce qu'il clamait. En travaillant ensemble, ils créèrent une alchimie unique, celle d'un cinéaste qui savait lire l'âme de son acteur et d'un acteur qui acceptait, pour une fois, de se laisser dévoiler. Leur complicité ne se limitait pas à ce seul film. D'autres projets communs suivirent, toujours marqués par une intensité particulière. Lelouch osait pousser Belmondo hors de sa zone de confort, et le public découvrait un Bébel différent, plus mûr, plus profond. Cette alliance artistique fut célébrée comme l'une des plus belles de la fin de carrière de l'acteur. Pourtant, derrière ces triomphes, les orages couvaient déjà. Car si les deux hommes s'admiraient, ils n'avaient pas la même façon de concevoir le cinéma. Lelouch, éternel improvisateur, adorait laisser la vie surgir sur un plateau, quitte à réinventer le scénario d'un jour à l'autre. Belmondo, lui, appréciait la rigueur, la préparation, l'efficacité. Cette différence de méthode allait bientôt transformer leur complicité en champ de bataille. Mais dans la mémoire collective, cette première phase de leur collaboration restera comme un âge d'or. Des films éclatants, des rôles mémorables et une impression rare, que Belmondo, derrière l'homme d'action, avait enfin trouvé un miroir capable de révéler ses fragilités. Si Claude Lelouch avait offert à Belmondo l'un de ses rôles les plus bouleversants, leur collaboration n'était pas pour autant un long fleuve tranquille. Car derrière l'admiration mutuelle se cachaient deux tempéraments puissants, deux manières diamétralement opposées de concevoir le cinéma. Lelouch, fidèle à sa réputation, arrivait souvent sur un tournage avec une trame, mais sans scénario figé. Il aimait laisser la vie surprendre la caméra, improviser des dialogues, modifier des scènes en fonction de l'humeur du jour ou d'une idée soudaine. Belmondo, lui, appréciait la liberté, certes, mais dans un cadre solide. Il se préparait, apprenait son texte, s'engageait physiquement. Pour lui, un film devait être une mécanique bien huilée, pas une succession d'élans hasardeux. Cette divergence créa de nombreuses frictions. Sur certains plateaux, Belmondo n'hésitait pas à interrompre une scène en lançant « Claude, ça ne tient pas debout, ton truc ?» Les techniciens racontent qu'il pouvait quitter le plateau pour protester contre un scénario trop mouvant à son goût. Lelouch, imperturbable, répliquait « Fais-moi confiance, Jean-Paul, le cinéma, c'est la vie qui se raconte toute seule. » Deux visions inconciliables, l'une disciplinée, l'autre instinctive. Leur complicité, qui avait éclaté avec Itinéraire d'un enfant gâté, se transforma parfois en duel. Belmondo se plaignait de devoir jouer sans savoir où allait l'histoire. Lelouch, lui, reprochait à l'acteur de manquer de souplesse, de ne pas comprendre que l'imprévu pouvait créer des miracles. Ces disputes, souvent vives, résonnaient jusque dans les couloirs des studios. Pourtant, malgré ces désaccords, ils continuaient à se retrouver. Car chacun savait qu'au-delà des querelles, la rencontre produisait des étincelles. Belmondo reconnaissait que Lelouch l'avait poussé vers des territoires nouveaux. Lelouch, de son côté, savait que Bébel apportait à ses films une vérité, une intensité qu'aucun autre acteur ne pouvait égaler. Mais dans ses confidences tardives, Belmondo ne cachait pas son agacement. Il disait admirer Lelouch, tout en avouant qu'il n'aurait jamais pu travailler avec lui toute une vie. Trop d'improvisation, trop de chaos pour son goût. Avec Claude, on ne savait jamais où on allait. Moi, j'aime quand les choses sont claires, déclara-t-il un jour. Ainsi se termina leur histoire commune, faite de sommets inoubliables et de brouilles silencieuses. Une collaboration orageuse, marquée par la passion, mais incapable de trouver une harmonie durable. Dans la mémoire de Belmondo, Lelouch resta ce cinéaste génial qu'il admirait, mais aussi l'un de ceux qu'il ne pouvait pas voir en peinture lorsqu'il pensait aux tensions et aux fatigues que leur tournage avait provoquées. À 87 ans, Jean-Paul Belmondo portait sur son visage les marques du temps, mais dans son regard brillait encore l'étincelle d'un gamin insolent. Celui que la France avait surnommé Bébel se souvenait de ses triomphes, de ses amitiés fidèles, mais aussi de ses cicatrices laissées par des rencontres houleuses.
Truffaut, Audiard, Godard, Delon, Lelouch. 5 noms qui racontaient autant de tensions que de moments de grâce, 5 figures qui avaient façonné son parcours à travers l'admiration contrariée, la rivalité ou le désaccord. Ces artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture ne furent pas seulement des opposants, ils furent aussi des miroirs, des contrepoints nécessaires à sa liberté. Car Belmondo ne se définissait jamais par la haine, mais par l'affirmation de sa singularité. Dire non, s'éloigner, rompre, c'était pour lui une manière de rester fidèle à ce qu'il était. Un homme de mouvement, de vérité, d'instinct. Au crépuscule de sa vie, il n'y avait plus de rancune. Seulement le constat que ces confrontations avaient enrichi sa légende. Sans Godard, il n'aurait pas eu. À bout de souffle, sans Delon, le duel des titans n'aurait jamais enflammé l'imaginaire collectif. Sans Lelouch, il n'aurait pas révélé sa part la plus intime. Même dans le conflit, Belmondo trouvait une raison d'exister. Et lorsque l'on se penche sur son héritage, une image persiste, celle d'un homme qui a tout osé, tout tenté, quitte à froisser, à provoquer, à déranger. Car derrière les sourires et les cascades, Belmondo restera à jamais ce symbole de liberté absolue. Une liberté qui ne se négocie pas, même au prix des inimitiés les plus